Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye, le sommaire cette semaine. La diaspora malienne joue un rôle clé dans le développement durable grâce à ses investissements novateurs. Siwara Capital stimule l'agriculture, crée des emplois et renforce la résilience climatique au Mali. Face à la montée de l'insécurité alimentaire, Nairobi transforme ses espaces inutilisés en zones agricoles productives. Cette initiative génère des emplois et répond directement aux besoins des ménages. Des repères culturels, une connectivité accrue et l'influence de sa diaspora expliquent une croissance touristique marocaine sans précédent à l'orée de la Coupe du monde de football 2030. À la COP16 à Riyad, la diaspora malienne a mis en évidence les investissements innovants qui révolutionnent l'agriculture, renforcent la résilience économique et luttent contre le changement climatique. Leurs efforts mettent en lumière un modèle de développement durable en Afrique. Lors de la COP16 à Riyad, la diaspora malienne a montré comment les capitaux africains peuvent favoriser le développement durable. Siwara Capital, soutenu par le FIDA et l'UE, investit dans des entreprises telles que Soprotrilad, une société de production de riz à Mopti, contribuant ainsi à combler les déficits de financement en Afrique. Soprotrilad travaille en partenariat avec plus de 3000 agriculteurs, leur offrant des marchés garantis et des techniques avancées telles que le système d'intensification de la riziculture, SRI, qui augmente les rendements tout en réduisant l'utilisation d'eau et de semences. Avec le SRI, nous récoltons aujourd'hui jusqu'à 34 sacs de riz, alors que nous en obtenions 20 auparavant. La nouvelle usine de Soprotrilad, financée par la Siwara, crée des emplois et freine l'exode rural. Parce qu'avec la nouvelle usine que nous allons essayer de produire, donc on a besoin de beaucoup de riz paddy. Ça va réduire la famine, vraiment l'exode rural dans beaucoup de régions. Donc on essaie de former les jeunes pour qu'ils puissent vraiment rester sur place, cultiver, travailler la terre. On a réussi une approche innovante, pragmatique de cette aventure qu'on a concrétisée aujourd'hui. L'ambition, c'est vraiment mettre au service du développement des entreprises du secteur privé en Afrique, tout le savoir-faire et les moyens financiers que cette diaspora peut mobiliser pour participer à sa manière au développement du continent. Ce modèle innovant démontre le pouvoir de transformation des investissements de la diaspora pour renforcer la résilience économique et relever les défis du développement de l'Afrique. Notre invité cette semaine est Magaï Gaye, consultant économique. Bienvenue. Comment des initiatives comme celle de Siwara Capital peuvent-elles combler les déficits de financement en Afrique dans le climat? Évidemment, les fonds de la diaspora représentent une soupape de sécurité, représentent un élément fondamental et une alternative. Mais il faut dire que ces fonds de la diaspora ne sont pas consacrés au secteur traditionnel qui, comme vous le savez, souffre beaucoup des problèmes de financement. C'est le cas de l'agriculture, c'est le cas de l'énergie renouvelable, c'est le cas également de l'approvisionnement en eau, qui sont des secteurs délaissés. Et c'est ça qu'attaquent justement ces fonds de la diaspora. Ces fonds de la diaspora attaquent aussi la question des cibles prioritaires, telles que les PME et également les startups innovantes. Il faut dire également que la diaspora n'apporte pas que des financements. La diaspora apporte de l'expertise, du savoir-faire, des réseaux. Et donc, ça, c'est des éléments, à mon avis, qui me paraissent très importants parce que ça permet aussi aux États africains de ne pas être dépendants justement des financements extérieurs. Maintenant, pour booster ces financements, il va falloir renforcer les fonds de garantie, les éléments institutionnels également. Il va falloir peut-être lancer sur une grande échelle ce qu'on appelle les diaspora bonds afin de permettre à notre continent de pouvoir tirer profit justement de cette manne que représentent justement les financements de la diaspora. Le soutien international joue-t-il un rôle dans l'expansion de ces initiatives? Je suis de ceux qui pensent que les financements du FIDA, mais également de l'Union européenne ou de la Banque mondiale doivent être des financements additionnels parce que le contexte s'y prête. Ce sont des pays qui n'ont plus les moyens de leur action. Donc aujourd'hui, ce que je vois en termes de partenariat, c'est effectivement
d'abord que ces pays prennent en compte beaucoup plus la nécessité d'une démarche participative au lieu de venir imposer tout simplement leur projet. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut aller également dans le sens de ce qu'on appelle des cofinancements responsables, afin justement d'éviter de financer en devise, mais plutôt en monnaie locale, afin d'éviter les risques de change. Parmi les axes abordés à la COP16, lesquels pourraient favoriser l'investissement et le développement agricole, surtout dans les régions instables. Vous avez parlé de pays instables, donc de pays assez vulnérables comme le Mali, etc. Donc cela suppose d'abord qu'il y ait une grande recommandation autour de la paix et de la sécurité. Le deuxième élément, je crois qu'il faut aller vers la maîtrise de l'eau, parce que de nombreux pays en Afrique continuent d'être dépendants justement de la pluviométrie. Nos États devraient réfléchir sur la possibilité d'avoir à l'échelle du continent des unités communautaires de production d'engrais, parce qu'on est toujours dépendant des intrants, sans oublier également le fait que, comme vous le savez, lors de la conférence de Riyad, il a été décidé de consacrer des actions autour de la reforestation de manière à pouvoir régénérer 1,5 milliard d'hectares. Il va falloir réfléchir sur le comment, parce que ça demande des moyens financiers. Ça demande également beaucoup de volonté politique, ce qui malheureusement manque, non seulement au niveau africain, mais également au niveau mondial. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Avec une population urbaine en Afrique estimée à 1,5 milliard de personnes d'ici 2050, répondre aux besoins alimentaires croissants des villes est devenu un défi crucial. À Nairobi, l'agriculture urbaine est une réponse à une alimentation fraîche, durable et abordable. La population urbaine de l'Afrique, estimée à 1,5 milliard d'ici 2050, pourrait accentuer les problèmes d'insécurité alimentaire. Au Kenya, 1,9 million de personnes, soit 12% de la population, font face à de pénuries alimentaires graves. L'agriculture urbaine répond à ces défis. À Nairobi, les habitants de quartiers comme Kibera utilisent des techniques comme le jardinage vertical, l'hydroponie et l'agriculture en conteneurs, transformant les petits espaces en source de nourriture. Nous utilisons ce type d'agriculture simplement parce qu'à Kibera, nous n'avons pas assez de terrain où vous pouvez planter les légumes que nous avons ici. L'agriculture urbaine a réduit le coût d'achat sur le marché. Je cultive mes propres légumes comme les tomates directement sur mon toit. L'agriculture urbaine contribue de 20 à 60% des besoins alimentaires des foyers dans des villes comme Nairobi et Dar es Salaam, tout en réduisant les coûts et l'empreinte carbone. Les produits cultivés à proximité évitent un transport de 300 à 500 km, offrant une solution plus abordable et plus durable. Dans les villages, un sac de carottes est très bon marché, mais une fois à Nairobi, son prix explose. Une personne venant d'une région productrice ne comprendra même pas pourquoi le prix des carottes est si élevé. Quel est l'objectif de cette agriculture urbaine ? Le premier, c'est l'accessibilité des aliments, car cela n'a pas engendré beaucoup de coûts en termes de transport. Et deuxièmement, ces aliments seront propres et sûrs. L'agriculture urbaine est une solution durable pour l'insécurité alimentaire, créant des emplois pour 15 à 20% de la main-d'œuvre urbaine dans des villes comme Nairobi, Kinshasa et Accra. Avec un patrimoine culturel exceptionnel et des sites emblématiques, le Maroc s'impose comme une destination touristique de premier ordre à l'échelle mondiale. Le secteur du tourisme a connu une hausse de 31% au cours du seul mois de novembre. Mais quels sont les moteurs de cette croissance remarquable et comment le Maroc se prépare-t-il à accueillir la Coupe du monde de football 2030 ? L'industrie touristique marocaine est florissante avec 15,9 millions de visiteurs enregistrés en novembre 2024, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Le seul mois de novembre a enregistré une hausse de 31%. Mais qu'est-ce qui fait le succès du tourisme marocain ?
Le Maroc, l'un des pays les plus anciens du monde, de par sa position stratégique, a abrité un ensemble de civilisations depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Je visite Rabat et les monuments pour découvrir le lieu, l'histoire, comprendre les civilisations autour de la Méditerranée. L'expansion stratégique des liaisons aériennes et l'accent mis sur les destinations moins connues du pays ont élargi l'accès et attiré davantage de visiteurs. La diaspora marocaine a également joué un rôle crucial avec 1,1 million de visiteurs, renforçant ainsi les liens culturels et familiaux du Maroc à l'étranger. La stratégie touristique du Maroc est ambitieuse. Le pays vise à accueillir 26 millions de visiteurs d'ici à 2030, date à laquelle il co-organisera la Coupe du Monde de football avec l'Espagne et le Portugal. Et nous arrivons à la fin de cet épisode de Business Africa. Merci de votre fidélité. Plus d'infos sur Africa News et africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.